Merci pour l'introduction, bonjour à tous. Je vais essayer de dire deux, trois bricoles après ces deux excellentes présentations, donc ça va être un peu dur. Il y aura quelques liens avec la présentation sur l'attention justement. Donc je vais parler un peu de charge mentale, ou autrement appelé aussi charge cognitive. C'est un concept donc, qui est, on va dire, médiatisé actuellement beaucoup plus qu'autrefois. C'est plutôt un objet de recherche pour l'ergonomie, les facteurs humains, et on retrouve maintenant cette idée de charge mentale dans beaucoup de journaux, dans la presse grand public, dans la presse féminine aussi, puisqu'on parle beaucoup de la charge mentale des femmes qui doivent s'occuper des courses, des enfants, de beaucoup de choses. Voilà, donc ce concept prend beaucoup actuellement d'ampleur. Néanmoins, il était étudié bien avant. Ça fait à peu près 40 ans, 50 ans que c'est un des thèmes principaux dans les facteurs humains, dans l'ergonomie, notamment parce qu'il a des implications très fortes sur les erreurs, sur l'apprentissage aussi. Alors ici, vous avez par exemple des normes qui définissent comment gérer la charge mentale, notamment dans les interfaces, dans les systèmes. Je ne sais pas si le truc marche. Donc on a par exemple des normes ISO qui sont liées au principe ergonomique pour designer des interfaces, des écrans qui sont à même de ne pas générer trop de charge mentale, qui est une charge mentale inutile quand une interface est mal faite. Vous avez aussi des principes qui sont liés à cette charge mentale. Et puis enfin, une norme ISO qui concerne la mesure de la charge mentale, qui est une des activités qui nous occupe pas mal dans notre laboratoire à Toulouse, à l'ISAE Supaéro. Comment on pourrait quantifier, mesurer cette charge mentale, et si possible en ligne pendant l'activité, pendant une tâche. Alors, juste si on essaie de définir un tout petit peu la charge mentale, en fait, c'est l'interaction entre trois éléments. C'est les exigences de l'environnement, donc ça va être la complexité, par exemple, d'une leçon, ou la complexité de la phase de pilotage que le pilote est en train de réaliser, puisque dans mon école d'ingénieur, donc c'est une école d'ingénieur en aéronautique, on est vraiment axé sur ces aspects de pilotage. Les caractéristiques humaines, donc l'état dans lequel la personne va se trouver au moment de la réalisation de la tâche. Si la personne a dormi 2 heures et a bu 11 verres de vin la veille, ça va être beaucoup plus difficile de réaliser cette tâche puisque les ressources disponibles sont inférieures. Donc c'est cette interaction entre la tâche et l'individu. Et puis aussi la performance qui est un élément essentiel puisque quand la charge mentale augmente et qu'elle dépasse les capacités, on a la performance qui va diminuer. Alors, c'est ce qu'on voit dans des références récentes, enfin récentes, 2012 pas si récent, mais on voit tout de suite que quand la charge augmente et qu'elle dépasse, dans des tâches complexes, on a les performances mesurables qui diminuent. Donc on va parler de déséquilibre, par exemple, entre les ressources disponibles et les ressources qu'il faudrait mettre en place pour réaliser la tâche. Alors on sait qu'en aéronautique, notamment le NTSB, qui est le National Transportation Safety Board, qui est notre équivalent du BEA en France, qui enquête sur tous les accidents et les incidents, on sait que les impacts des facteurs humains sont majoritaires sur les accidents. On a souvent des statistiques de 60 à 90%. Et dans ces facteurs humains, on retrouve très très régulièrement la charge mentale de l'équipage, qui était préoccupé par un événement, par une panne, par une anomalie, et donc qui a malheureusement commis des erreurs, qui n'avait pas conscience, par exemple, dans quel état étaient les automatismes, se tromper de mode, etc. Alors peut-être vous connaissez un peu tous ce modèle, mais il a été assez fondateur aussi sur les études sur la charge mentale. C'est qu'il y aurait en réalité 3 sortes de charge mentale. Il y a la charge mentale intrinsèque qui est liée à la complexité du sujet. On ne peut pas trop la modifier. C'est apprendre un théorème de physique, ça va être plus difficile de comprendre comment on verse de l'eau dans un verre. Donc c'est des choses qu'on ne peut pas trop modifier. Après, il y a la charge extrinsèque. Donc qui sont les sources de charge mentale qui sont inutiles. Par exemple, dans une classe, ça va être le bruit, ça va être le rafale qui va passer, donc ça fait un lien avec ce qui a été dit tout à l'heure, avec l'attention aussi. Et puis après, il y a la charge essentielle, c'est la charge qui est utile, c'est celle qui permet en fait d'apprendre. Donc en pédagogie, finalement, c'est celle qui serait la cible principale. Il faudrait que ça soit celle-ci qui génère le plus de charge mentale, entre guillemets, puisque ça permet d'acquérir les informations en mémoire à long terme. Donc voilà, il y a ces 3, on va dire, concepts qui interagissent à chaque fois. Alors, là aussi, ça revient un petit peu sur l'attention. La charge mentale va malheureusement impacter tout ce qui est mémorisation, apprentissage, à différents niveaux.
Donc d'une part, il va y avoir une saturation attentionnelle. Donc comme on l'a dit tout à l'heure, l'attention est nécessairement portée sur un seul élément à la fois. Donc c'est ce qu'on appelle l'attention sélective. Et si on a de la charge mentale, l'attention va être malheureusement saturée et on ne pourra pas porter pleinement son attention sur l'objet d'étude. Il y a la saturation de la mémoire de travail. Donc je vous invite des ateliers là-dessus, vous le savez tous, on peut retenir à peu près 7 éléments plus ou moins 2. Donc un numéro de téléphone, déjà c'est difficile depuis qu'on a rajouté 2 numéros. Et donc en saturant la mémoire de travail, malheureusement les apprentissages passent par la mémoire de travail et donc on va avoir moins de place pour stocker et processer ces informations utiles. Ça va aussi altérer l'encodage. Quand on réalise une mémorisation, il y a une profondeur d'encodage qui va être plus ou moins importante. Par exemple, je peux avoir des petites techniques pour me rappeler la capitale de la Lettonie, Riga, parce que le riz au lait, donc ça commence pareil. Donc je peux me faire des jeux comme ça amnésiques. Si j'ai déjà de la charge de travail par ailleurs, je ne vais pas pouvoir réaliser cette profondeur d'encodage plus importante et je vais moins mémoriser. Et enfin, il y a l'interférence aussi. Quand des données sont plus ou moins semblables, similaires, les encodages sont gênés et il y a une confusion qui peut se créer. Je passe un peu vite comme il est un peu tard. Donc il y a pas mal d'études en neuroimagerie qui ont essayé de dégager ces aspects liés à la charge mentale ainsi qu'à ce qui peut être un corollaire de la charge mentale, c'est le stress, lorsque la charge mentale excède les capacités. Donc ici, c'est une étude qui a quelques années de Keane et qui montre qu'en fonction de la charge mentale de la tâche, vous allez avoir une augmentation dans certaines régions du cortex, notamment le cortex préfrontal. C'est ce qu'on voit sur l'image de gauche. Donc vous avez une activation qui va être plus forte dans une tâche de 2 bacs par rapport à une tâche de 0 bac. C'est une tâche de mémoire. On doit retenir des éléments et les comparer à des éléments antérieurs. Donc c'est une tâche qui est très difficile. Donc c'est assez naturel de voir que sur le diagramme en bas à gauche, la barre noire par exemple est supérieure à la barre noire de gauche. Donc on voit le 2 bac, 0 bac, c'est juste l'intensité cognitive, c'est la charge mentale. Ce qui est intéressant dans cette étude, c'est qu'ils ont aussi administré un stresseur qui s'appelle le TSST, donc c'est le Trial Social Stress Test. C'est une technique qui permet de générer un stress chez des individus en les mettant en face du public, avec une caméra qui les filme et on leur fait réaliser un calcul mental. Et quand on se trompe, on doit revenir à 0. Donc on doit soustraire un chiffre de manière continue, on doit réussir à arriver jusqu'à 0. Et quand on malheureusement se trompe à cause du stress, on repart au départ. Et donc ça génère un espèce de stress social qui va gêner bien souvent la performance ensuite, puisqu'on a du cortisol qui va être libéré. Et donc le stress va gêner la performance. Et on voit sur ces régions qui sont activées, en rouge, le stress gêne en fait l'activation des régions cognitives et la performance diminue. Et sur le graphique de droite, c'est des régions qui sont elles plutôt liées au default mode network. Donc j'ai une toute petite, un petit bémol par rapport à ce qui a été dit tout à l'heure. On porte tout le temps son attention, mais on peut aussi être en divagation attentionnelle. Donc là, l'attention va être portée plutôt sur l'intérieur de soi-même. Et donc on a des régions cérébrales qui s'appellent le default mode network qui se mettent en route. Notamment, c'est des régions qui sont dans les régions ventromédianes, à l'avant du cerveau, c'est ce qu'on voit sur le graphique de droite. Et quand on ne réalise pas de tâches, ces régions s'activent et ça serait des ruminations, on pense à ce qu'on va faire le lendemain, les courses qu'on va réaliser. Et ça participerait à la créativité, apparemment, cette activité-là est aussi bénéfique. Alors, donc dans mon établissement, les Espérons, on a reproduit des tests en IRM. Donc c'est une des mesures qui permet d'aller, on va dire, monitorer et observer l'activité cérébrale en direct. Donc c'est l'IRM fonctionnel, c'est pas l'IRM anatomique, c'est vraiment on regarde les activations. Ici, voilà, c'est une étude qu'on a réalisée avec une tâche de NBAC également. C'est une tâche qu'on a créée, qu'on a appelée la Toulouse NBAC Task, qui est extrêmement difficile. Sans rentrer trop dans les détails, il faut faire du calcul mental et comparer les résultats du calcul mental au calcul mental précédent et dire si le résultat est le même. Alors c'est facile quand c'est le résultat précédent à chaque fois, mais on peut aussi calculer à 2 résultats précédents, retenir le N-1 pour le comparer au coup d'après. Donc c'est très difficile. On peut faire même 3 bacs avec ça. Donc il y a certaines personnes qui arrivent à faire 100% juste, les pilotes de chasse, les gens comme ça. Mais la plupart des gens, voilà, on arrive à 60-70% de réponse juste. Donc c'est une tâche qui est très, très dure, qui est faite pour générer de la charge mentale. Et donc on a retrouvé un petit peu les résultats de Queen, avec donc, ce qui est ici sur les activations cérébrales. Par exemple en rouge, on retrouve le dorsolatéral préfrontal cortex, le cortex préfrontal dorsolatéral, pardon, qui est donc une région qui est impliquée dans les tâches cognitives et donc qui ressort quand on a de la charge mentale.
Donc il y a un peu ce mythe de mesurer la charge mentale, de la quantifier. C'est peut-être pas si simple que ça, mais en tout cas en IRM, on arrive quand même à obtenir des niveaux d'activation différents selon la difficulté de la tâche. Après, on a également généré du stress dans cette étude avec des sons hyper stressants à 95 décibels dans un casque qui arrivaient à des moments totalement inattendus et les gens étaient toujours en anxiété d'avoir ces sons qui allaient arriver. Et donc on a vu notamment des régions émotionnelles comme le cortex préfrontal ventromédian qui s'activait fortement. Dans ces conditions, on avait peur d'avoir un objet stressant. Alors juste pour vous montrer, on a aussi d'autres techniques pour mesurer la charge mentale qui sont beaucoup moins complexes que l'IRM et beaucoup moins coûteuses à acheter qu'un IRM fonctionnel. C'est de la spectroscopie proche infrarouge. C'est la même technique que l'on utilise pour mesurer le taux d'oxygénation dans le sang avec les petits doigtiers. Mais sauf que là, on oriente la lumière proche infrarouge vers le cerveau. Donc ça traverse les os du crâne et on peut analyser des différences d'oxygénation cérébrale grâce à cette technique puisque la lumière qui est réfléchie est différente selon que le sang est oxygéné ou pas. Donc là, ce qu'on voit par exemple sur ce voxel à l'avant dans la région préfrontale, c'est ce qui va s'activer pendant une tâche de mémoire spatiale. En fait, cette tâche est assez simple. On a des petits jetons qui sont cachés dans les boîtes. Donc on doit retourner les boîtes entre guillemets en touchant les boîtes. Et quand on a trouvé un jeton, on doit mémoriser qu'il n'est plus sous cette boîte. Et donc on doit aller explorer les autres boîtes, puisque le jeton ne reviendra jamais au même endroit. Alors c'est assez facile quand il y a 6 boîtes. Et ça se complexifie beaucoup quand il y a 12 boîtes. On va aller peut-être plusieurs fois rechercher dans la même boîte parce qu'on a oublié qu'il y avait un jeton. Donc ce qu'on voit sur le graphique de droite, c'est les activations de ce voxel donc en fonction de la difficulté de la tâche. Donc on a 6 items, 6 boîtes, 8, 10, et vous voyez un pic qui arrive à 12 items. Donc là, la difficulté était maximale pour la personne. Donc on voit quand même une réaction qu'on semble pouvoir quantifier. Alors après, évidemment, ça ne marche pas aussi bien sur tous les sujets. Il y a des sujets chez qui l'activation sera beaucoup plus difficile à observer. Et on voit par exemple les 2 derniers 12 items, on a des pics qui diminuent. Donc, alors que la tâche reste difficile, là aussi mystère. Mais quand on prend quand même une vingtaine de participants, qu'on les moyenne ensemble, on obtient des résultats qui sont fiables. À l'échelle d'un individu, ce n'est pas encore assez fiable pour mesurer en direct de la charge de travail, on le voit bien, puisqu'on peut avoir des variations. Alors peut-être que la personne, il y a aussi l'apprentissage qui intervient. Voilà. Alors pourquoi je parle aussi d'aéronautique, c'est que, comme je disais, c'est des événements aériens qui se produisent à cause de la charge mentale. Donc là, vous avez un cas très caractéristique. Donc c'est ce qu'on appelle un gear up landing. Donc il y a deux façons d'atterrir sur le ventre pour un avion. C'est le belly landing, c'est quand c'est fait exprès, c'est-à-dire que le train d'atterrissage a un problème. Donc les pilotes se préparent à ça et atterrissent sur le ventre, mais c'est volontaire et c'est préparé. Et le gear up landing, c'est tout simplement les pilotes qui ont oublié de sortir le train d'atterrissage. Et donc il y a un adage qui est, il y a deux pilotes différents, ceux qui ont déjà oublié et ceux qui vont oublier de sortir le train d'atterrissage. Bon, heureusement, ça ne se produit pas très souvent quand même en aviation commerciale, en aviation ligne. Là, on est donc sur un avion militaire. Et le rapport a fait ressortir que l'équipage était extrêmement préoccupé par la checklist d'atterrissage. Ils l'ont prise en retard. Et donc, ils avaient une charge mentale qui était extrêmement importante. Et ils ont complètement oublié de sortir le train. Pourtant, il y a des checklists à réaliser, mais ils ont sauté cet item. J'ai une petite vidéo, je vais peut-être la lancer. Donc là, c'est un avion qui est en approche à Megève, qui est un altiport qui est assez complexe. Il faut des qualifs. Et on voit la piste d'atterrissage en face, avec un avion qui est devant. Voilà, donc on a un pilote à gauche. À droite, on a l'instructeur. Et derrière, on a un passager qui filme. Donc là, vous entendez une alarme qui n'est pas très agréable, qui est une alarme qui est émise parce que l'avion détecte que l'altitude est relativement faible et le train d'atterrissage n'est pas sorti. Donc l'avion indique au pilote qu'il faudrait peut-être sortir le train d'atterrissage. Voilà, donc on s'approche de la piste. Désolé, c'est pas très agréable hein, le son. Je peux le baisser s'il faut. Voilà, donc c'est pas la meilleure des alarmes parce qu'elle n'est pas modulée, elle est continue et on sait que les variations de fréquence attirent mieux l'attention quand il y a des variations de fréquence des sonores. Néanmoins, voilà, elle va être modulée maintenant puisqu'on va arriver au moment du décrochage. Voilà, là ça module, c'est vraiment le dernier cas. Voilà.
Bon, il n'y a personne qui a été blessé. Ce qui est intéressant dans cet incident, c'est que... ils sont encore surpris, hein. Ils n'ont toujours pas entendu l'alarme. Donc, ce qui est intéressant dans cet incident, c'est que le pilote et l'instructeur étaient vraiment préoccupés par un avion, ils vont le dire, hein, dans la vidéo, un avion qui était en train de décoller devant. Voilà, encore un petit peu d'alarme au cas où. Et donc leur attention et toute leur attention était portée sur cet avion. Normalement, on n'atterrit pas quand il y a un avion qui est encore en train de décoller. Il faut que la piste soit libre. Et donc ils en ont. Il va moins bien voler, ça c'est sûr. Je plains un peu le pilote parce que je pense que cette vidéo a été pas mal montrée dans des colloques. Bon, ça arrive. Il y a pas que c'est pas le seul à qui c'est arrivé. Voilà. Donc ils échangent et ils disent voilà, j'étais vraiment préoccupé. Donc c'est un cas assez typique de, on va dire, de tunnelisation attentionnelle où ils en ont oublié l'avion. Alors ce qu'on a souhaité faire, c'est de comprendre pourquoi ce genre d'événement arrivait. On l'a fait en avion, puisque dans notre école d'ingénieurs, on a une flotte d'avions, donc on a pu le refaire en avion. On n'a pas fait cracher les avions, mais on simule des trains d'atterrissage non sortis. Là, c'est donc en laboratoire avec un électroencéphalogramme. Donc on a reproduit une tâche d'atterrissage que vous voyez sur l'écran, très simplifiée, avec, pour ceux qui connaissent, c'est le Primary Flight Display, c'est l'horizon artificiel, avec des éléments qui sont utiles à l'atterrissage. Et pour faire très bref, les pilotes qui étaient engagés dans cette expérience, bonjour. Les pilotes qui étaient engagés dans cette expérience devaient décider si l'atterrissage était possible ou non en fonction des paramètres de vol qui étaient affichés sur l'écran. Donc on reproduisait les instruments d'un avion. Donc pendant qu'ils décidaient s'ils pouvaient atterrir ou non, l'astuce c'est que dans cette expérience on envoyait des alarmes. Donc il y avait 3 sons différents et seule la target tone était une alarme. Donc c'était des sons qui étaient un peu monotones comme on l'a entendu dans la vidéo d'avant, des espèces de bip, et il fallait identifier l'alarme. Donc juste brièvement, ici vous avez le taux de loupé, en fait, de miss aux alarmes en fonction de la charge de travail. La tâche d'atterrissage était plus ou moins difficile. Et quand la tâche était très difficile, donc high mental load, vous voyez que le nombre de miss pouvait être très, très important. Et surtout quand on augmentait le nombre de sons différents. Si on n'avait qu'un seul son, c'est-à-dire une alarme, dès qu'il y avait un son c'était une alarme, on en avait moins, donc c'est one tone. Et quand on avait 3 sons différents, il fallait discriminer les sons, c'était beaucoup plus difficile. Donc on avait à la fois un effet de la charge mentale et un effet de la richesse sonore qu'il y avait dans l'expérience. Alors plus intéressant, quand il y a un accident comme cela, on se dit mais le pilote est vraiment incapable, il n'arrive pas à entendre des sons. Il y a pas mal de crash aériens où sur la boîte noire on entend des alarmes jusqu'au crash, des alarmes de remise de gaz, par exemple pull up, et pourtant le pilote ne la réalise pas. Et on se dit, mais c'est pas possible, ils n'ont pas écouté les alarmes, ils n'ont pas appliqué les procédures. En fait, en réalité, donc, quand on regarde au niveau cérébral, donc ça c'est les résultats qu'on a obtenus sur cette étude, on est allé regarder la P300, c'est une onde cérébrale positive qui intervient à peu près 300 millisecondes après un stimulus. C'est l'orientation de l'attention vers le stimulus, notamment. Donc là, c'est un stimulus sonore. Donc ce qu'on voit sur le graphique du bas, pour faire simple, là où il y a la flèche rouge, donc on voit bien cette P300 qui intervient à 300 et quelques millisecondes. Là, c'est dans la condition d'atterrissage facile. C'est là où on n'a pas eu beaucoup d'alarmes ratées. Donc on voit qu'on a une activation cérébrale à peu près à 5 microvolts. Et les 2 autres conditions, en bleu et en rouge, c'est les conditions d'atterrissage difficiles. On a augmenté la charge mentale. Et donc on voit que la P300 est très écrasée. Donc on n'a plus ces ressources attentionnelles à allouer au stimulus. Donc ici, on était content. Ça montre bien que ce n'est pas volontaire quand on n'entend pas une alarme. Il y a aussi des limitations cognitives qui interviennent. Alors bien sûr, on pourrait travailler sur des alarmes plus saillantes pour rétablir la P300, c'est des choses auxquelles on réfléchit. Alors ici, pour aller un peu plus loin, on a regardé chaque individu, sa P300 et le nombre d'alarmes qu'il a ratées. Et donc vous voyez, il y a une corrélation négative. En fait, plus on va avoir d'alarmes ratées et plus la P300 est faible. Et les gens qui ont eu une P300 par exemple à 14, pratiquement 12 microvolts, ils ont 0 alarme ratée. Voilà. Donc c'est une corrélation qui était significative, c'est pas du 100% aussi, mais voilà. Alors juste pour finir, ça serait idéal de pouvoir mesurer de la charge mentale. Donc on se doute bien que ça, on ne va pas le mettre sur la tête des pilotes. Ils vont l'arracher, c'est pas possible. Donc on essaie d'aller vers des mesures sans contact. Donc il y a pas mal de solutions qui peuvent exister. On peut mesurer par exemple le rythme cardiaque avec juste des capteurs dans le fauteuil du pilote. Ou ce que l'on fait actuellement, c'est des caméras que l'on pose
Là, vous voyez la petite caméra sur le cockpit qui permet de mesurer le rythme cardiaque à distance avec la couleur de la peau. Ce n'est pas encore 100% efficace, il y a des erreurs de mesure. Il y a aussi la caméra thermique qui permet d'avoir des variations de la température du visage qui sont liées au stress et à la charge mentale. Quand on a par exemple de la charge mentale, il y a certains vaisseaux qui se contractent sur le visage, notamment le bout du nez, et donc le nez refroidit. Là aussi, ça reste encore exploratoire. Mais avec ce genre de mesures, on a développé des petites applications où on va avoir la température du nez, le rythme respiratoire aussi, ça marche très bien. Quand vous respirez, vous avez l'air qui sort du nez qui est réchauffé par le corps et l'air qui est inspiré qui refroidit. Donc ce cycle-là, on arrive à très bien le mesurer et le rythme respiratoire est lié au stress. Et puis on arrive à mesurer le rythme cardiaque avec la caméra, donc juste avec les variations de température du visage. Donc c'est de l'intelligence artificielle qui traite les données et qui arrive à avoir un signal qui est évidemment beaucoup moins fiable que des électrodes, mais on arrive à avoir des choses. Voilà, j'espère que je ne vous ai pas mis trop de charge mentale.